Madame, Messieurs, merci à vous de nous faire confiance et bienvenue sur la télévision Grande Vision dans ce tout nouveau numéro des Œils du Pro sur Héritage Télévision. Nous sommes très contents et très heureux de vous retrouver pour parler sport. Comme vous le savez, nous allons encore revenir une fois avec de très belles thématiques que nous avions concoctées pour vous avec le pro du jour que je vais recevoir sur ces plateaux. Mais ici, nous allons revenir sur l'Euro 2024 qui est en train de se jouer en Allemagne avec l'équipe de France de Kylian Mbappé. On va parler de cette équipe et de ces joueurs. Est-ce que la France est-elle la même sans Kylian Mbappé? On aura des réponses dans cette émission et nous allons revenir en République démocratique du Congo avec le football en RDC. Le modèle du foot en République démocratique du Congo est-il adapté? On aura également les réponses dans cette émission. Mesdames, Messieurs, encore une fois, de partout où vous êtes en train de nous suivre, bienvenue. Et ici, je reçois le pro du jour, Jean-Claude Tifou, avec qui nous allons devoir partager sur ces deux thématiques. Jean-Claude, bienvenue. Ne vis pas avant le passé, ne rêve pas les futurs, concentre-toi au présent. Ça, c'est mon propre dicton. Bonjour le master, bonjour à tous. Comment vous êtes arrivé à créer ces propres dictons? C'est quoi en fait Ne vis pas avant le passé, ce qui est difficile ou impossible. Oui. Ne rêve pas les futurs, concentre-toi au présent. Donc, inutile de se précipiter, inutile d'être à la hâte. Il faut faire les choses lentement, mais sûrement. Faire les choses lentement, mais sûrement, c'est très important. Très important. Là, on vous connaît déjà dans ce genre de situations. Quand on parle proverbe, on parle citation, on vous voit. Il n'y a pas de débat. Alors, on commence avec vous par cette première thématique qui est l'Euro 2024 qui est en train de se jouer en Allemagne. D'abord, avant qu'on puisse entrer dans les vifs, vous êtes quand même suivi depuis le début de cette compétition. Quelques matchs qui se sont joués. Ouais, j'ai suivi presque l'ensemble de tous les matchs des favoris, l'Allemagne, le Portugal, la France, les Pays-Bas, l'Espagne aussi, l'Italie, malgré sa difficile victoire face à l'Albanie des contre. J'ai suivi les matchs de tous les favoris. Alors ici, on va parler de cette équipe de France. On sait que c'est parmi les favoris de cette compétition, également les champions, plutôt les finalistes malheureux de la récente Coupe du Monde qui s'est jouée au Qatar en 2022, avec comme vainqueur l'Argentine de Lionel Messi. Mais ici, on parle de cette équipe de France qui a vu son capitaine, sa star, être blessé. Mais est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui peut faire sans Kylian Mbappé? Non, c'est difficile. En fait, de manière simpliste, l'équipe va jouer. Ce qui est vrai, on va voir la France jouer les matchs face aux Pays-Bas. Oui. Mais en réalité, tactiquement, ça sera presque compliqué. Ça sera une mission presque impossible pour Didier Deschamps. Pourquoi? Parce que juste après la Coupe du Monde 2018, là où Kylian Mbappé était encore un gamin, ce qui est vrai, il y avait encore des tauliers, des Paul Pogba, des N'Golo Kanté ainsi que d'Antoine Griezmann. Juste après cette Coupe du Monde-là, Kylian Mbappé a pris les pouvoirs dans cette sélection. La preuve, c'est qu'il a fallu quelques années après pour lui donner des brassards. C'est une récompense. Et surtout lors du Mondial 2022, on a vu que c'était une équipe de France qui dépendait exclusivement de Kylian Mbappé. C'est vrai que dans le jeu, on avait Griezmann, mais le seul qui pouvait inquiéter les lignes défensives des adversaires lors du mondial au Qatar, c'était Kylian Mbappé. Soit il pouvait marquer, soit il pouvait par ses mouvements faire marquer. Et c'est après ça que Didier Deschamps lui a couronné en lui donnant ses brassards. Maintenant, dans la construction du jeu, dans l'organisation tactique offensive, tout repose sur Kylian Mbappé. Ça veut dire que tu es ailier, tu es milieu de terrain, tu es qui que ce soit, tu dois jouer pour servir Kylian Mbappé. C'est qui, pour moi, je pense que cette blessure et même l'absence annoncée face aux Pays-Bas va dérégler un tout petit peu, même dans la tête de Didier Deschamps, mais au sein de ses coéquipiers. Parce que ses coéquipiers ont été préparés, justement, tous les matchs amicaux. Là où Kylian Mbappé n'a pas été bon, la France a soit fait un match nul, soit perdu. Et là où vous êtes en pleine compétition, votre star, votre buteur, votre meilleur joueur est blessé. Je crois que ça dérange même la tête de ses coéquipiers. Et je pense aujourd'hui que Didier Deschamps doit faire sans lui, sauf que c'est tout. Moi, je peux même parler de l'impossibilité. C'est vrai que dans le football, rien n'est impossible. L'impossibilité dans le sens où, regardez le reste de la ligne offensive. Elle est composée des mousquetaires, des immatures en fait. Ousmane Dembélé, c'est 3 billes durant 10 mois avec le Paris Saint-Germain. Kolo Muani, c'est une adaptation incroyable avec le PSG, même avec la sélection. Le seul match où il a été, c'est en Coupe du Monde, il marque face au Maroc. Il entre, il marque, ça, on l'a connu. Marcus Thuram, il doit sa carrière cette saison avec l'Inter Milan où il n'est pas vraiment le vrai numéro 9. Il vient en appui à Lautaro Martinez.
Giroud, c'est quelqu'un qui est au soir de sa carrière, il joue sa dernière compétition. C'est pas les 4 joueurs cités, c'est eux qui restent et ils n'ont pas même les 30% de Kylian Mbappé. Giroud, Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Thuram, ils n'ont pas les 30% de potentiel que peut incarner Kylian Mbappé. Donc c'est là où je pense aujourd'hui que Deschamps a eu raison de miser sur Mbappé, mais là avec cette blessure, il a tout tort parce qu'il doit devoir s'adapter. Et je pense qu'individuellement, ces gens cités, ils ont quand même leur talent qu'ils peuvent faire valoir. Mais je crois que c'est très compliqué aujourd'hui de demander à ce qu'Ousmane Dembélé te prenne le poids des matchs, surtout les matchs de l'Euro. C'est très compliqué aujourd'hui que Thuram prenne les poids des matchs. La réflexion qui est faite, c'est qu'on va remettre Ousmane Dembélé à gauche, Barcola va prendre le couloir droit, et si Thuram ou vous allez jouer avec Kolo Muani, mais les 3 là sont immatures, ils ne peuvent pas prendre du poids dans un match, surtout face aux Pays-Bas. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la Mbappé dépendance parce que sans Kylian Mbappé, l'équipe de France est morte. Elle est très morte. Elle est très morte. Il y a des statistiques, sans Kylian Mbappé, il y a des défaites et 4 nuls. Oui. Ça veut dire là où Mbappé ne joue pas, l'équipe de France n'a jamais gagné depuis 2022. Oui. Donc vous vous rendez compte qu'il y avait vraiment une Mbappé dépendance. Et à l'interne, ils savaient ça. Regardez même les premiers matchs face à l'Autriche. Ça veut dire que Mbappé déjà il est à gauche. On sait que c'est son point fort. Quand il est à gauche, il va prendre le couloir. Toutes les actions, les bonnes soient-elles, découlaient des montées de Hernandez qui était dans le couloir de Kylian Mbappé, où Mbappé pouvait rater, où Mbappé pouvait centrer. Et même quand il permet, il part à droite, là où il y avait Ousmane Dembélé, c'est lui qui fait ces centres-là, qui donne ses buts contre son camp. Donc je pense que même les premiers matchs de la France, les dépositaires, Mbappé était presque à 40% de ses moyens dans ces matchs-là parce qu'il n'avait pas donné l'essentiel de ce qu'on connaît de lui. Même les 40% suffisaient pour faire mieux que tous les autres joueurs, en tout cas sur la ligne offensive. C'est là où je pense qu'aujourd'hui, que la France vit d'Mbappé et donc son absence sera totalement handicapante pour cette équipe de la France. Et le prochain match de la France, ça sera face aux Pays-Bas. On sait quand même que c'est vrai que c'est l'équipe des Pays-Bas qui est en train aussi de se reconstruire, même si on sait que c'est parmi les nations du football aujourd'hui. Mais on pensait que sans Mbappé, c'est une équipe qui peut quand même aller à l'assaut de cette rencontre, surtout qu'il y a quand même des Griezmann aussi qui sont là. Mais ce qui est vrai, c'est que sans Mbappé, l'équipe de France va tenir les coups. Tenir les coups, ce que défensivement, je pense qu'ils sont irréprochables. Bon, pas trop irréprochables parce que il y a beaucoup à dire sur la peur Upamecano ainsi que Saliba. Mais je pense qu'ils ont quand même un collectif à se générer qui peuvent courir ces joueurs-là. N'Golo Kanté, ce qu'il nous a produit, c'était exceptionnellement incroyable. Rabiot est capable aussi d'occuper la zone du milieu de terrain. Griezmann, même. Donc, collectivement, ils vont faire un bon match. Sauf que qui va finir? Parce que c'est vrai que vous allez jouer, mais qui finira ces actions-là? C'est là où je parle de l'immaturité de ceux qui sont là. Ousmane Dembélé, c'est le meilleur joueur des gens qui ne savent pas jouer au football, surtout marqué. Si vous prenez un Thuram, moi, il ne me fait pas confiance. Giroud, la même chose. Donc, je pense aujourd'hui qu'il ne suffit pas de courir avec les ballons, c'est ce que fait Dembélé. Il ne suffit pas de courir avec les ballons, c'est ce que peut faire les petits Barcola. Mais il suffit maintenant de finir. Et or, finir, c'est les propres de Kylian. Or, Kylian ne sera pas là. Kylian ne sera pas là. Toujours sur ces images en illustration, on va proposer très rapidement les rendez-vous de la deuxième journée qui se joue du côté de l'Allemagne avec notamment cet héros qui est en train de se jouer. Ça s'est clôturé depuis le mardi dernier et ça va continuer déjà ce mercredi en groupe B. L'équipe de la Croatie jouera contre l'Albanie et puis l'Allemagne en découdra avec la Hongrie. L'Écosse sera en face de la Suisse et le jeudi, ça sera le 20 juin. La Slovénie jouera contre la Serbie, la Danemark, les Danois jouera contre l'Angleterre. L'Espagne en découdra avec l'Italie. C'est un choc de la deuxième journée dans ces groupes B. Et puis ça va, les groupes, ça va se poursuivre déjà le vendredi 21 juin où la Slovaquie jouera contre l'Ukraine. La Pologne en découdra avec l'Autriche et les Pays-Bas jouera contre la France. On venait d'en parler dans cette émission. On va parler cette fois-ci du football en République démocratique du Congo, comme je l'ai dit dès l'entame de cette émission, avec notamment le modèle du football en RDC. Est-il vraiment adapté avec vous, Jean-Claude Sefou? On a vu quand même beaucoup de choses se passer négativement sur le football congolais. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est adapté? Non, c'est un modèle... Même au 19e siècle, en Europe, ce modèle ne pouvait pas exister. Puisque qu'est-ce qu'il y a en République démocratique du Congo? Nous avons un seul homme
cumule moyen, et tout dépend de lui en fait. Même l'achat de l'eau aux entraînements, ça dépend de lui. Je peux donner beaucoup d'exemples avec Moïse Katumbi, TP Mazembe. Ça veut dire que tous ces gens-là qu'on voit en veste au TP, ils dépendent de Moïse Katumbi. Ils sont derrière lui. Il doit donner, même si aujourd'hui il y a une équipe qui arrive, il y a un problème de carburant, c'est Moïse Katumbi qui doit donner cet argent. C'est la même chose à l'OFC Central Popo, c'est la même chose partout. Donc c'est un modèle archaïque. C'est un modèle qui fait des hommes forts et qui affaiblit les institutions. C'est un modèle qui n'a pas d'avenir, puisqu'il suffit juste que Moïse se retire pour que tout le monde puisse pleurer au sein du TP Mazembe. Aujourd'hui, le modèle qui est recommandé ou le modèle qui est compatible à notre football, puisque le football devenant du business, c'est un modèle d'une gestion collégiale. Or, c'est difficile de réunir des hommes politiques ensemble ou trois. Ça sera compliqué. Alors, ils préfèrent aller dans le monde des affaires, des grandes entreprises. Les modèles aujourd'hui les plus compatibles que je peux faire comme exemple, c'est le modèle de l'AS Vita Club. Vous avez une grande entreprise qui est assurée de vivre longtemps en République démocratique du Congo et qui, avec justement la collaboration du président de la République ou de la présidence de la République, vous demande à ce que vous chapeautiez une équipe, que vos bénéfices, quelques 3-4%, vous essayez un tout petit peu d'insuffler dans cette équipe-là et ça serait une bonne prospérité. Donc c'est ça le modèle qui fait aujourd'hui la différence en Tanzanie. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à se contenter de voir des hommes politiques qui arrivent, qui essaient de scisser tout ce qu'ils veulent, de la popularité au niveau du football. Et puis quand ils partent, c'est la dégringolade. On le voit avec Nyuki du côté de Butembo. On le voit avec Sangabalende à Mbujima et aujourd'hui qui est rétrogradé en Ligue D. Donc voilà, les hommes politiques ne s'inscrivent pas à long terme. Chaque fois ils viennent, c'est pour leur campagne. Une fois élus, ils sont assurés d'être des personnalités criantes au pays. Ils vont laisser. Et quand ils laissent, c'est le désert. Donc je trouve que notre modèle il est archaïque. Et je crois que ce sont maintenant des textes étatiques qui doivent favoriser à ce que les entreprises puissent commencer à chapeauter quelques grandes institutions sportives afin que celles-ci puissent prospérer et prendre de l'indépendance. Mais pour que ces entreprises-là puissent arriver à chapeauter toutes ces équipes, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu difficile, même quand on parle du marketing dans le football, on ne sent pas vraiment cet apport-là. Ce qu'il faut faire, c'est révisiter la politique sportive. Elle existe là. Elle donne un certain pouvoir à l'État, elle donne certaines conditionnalités à l'État. Alors, il faut la révisiter, la rendre plus souple. Ça veut dire aujourd'hui, il va falloir que ça soit légal, que des grandes entreprises aient cette obligation, cette imposition de prendre un tout petit peu le secteur sportif en main. Je le sais avec le code minier, je ne connais pas grand-chose, mais je sais juste que le code minier impose aux entreprises minières de prendre en charge les communautés qui environnent l'entreprise. Ça veut dire que quand vous êtes une entreprise, vous êtes à la Rachid, vous devez prendre en charge cette communauté-là par la construction d'écoles, des fontaines d'eau et tout. Et donc, si aujourd'hui, il y a aussi une loi qui prévoit à ce que les mêmes grandes entreprises prennent en charge quelques entités sportives dans des communes, dans des provinces, ça permettrait que ces entités vont bénéficier de quelques ressources. Aujourd'hui, un boxeur, par exemple, il est au Kamaramba, qui a une subvention de $3 000 le mois d'une entreprise. Vous pensez que ce boxeur-là aura le même rendement? Il va bien prester, il va bien s'entraîner, et il aura des médailles lorsqu'il y aura des compétitions internationales. Donc je trouve qu'aujourd'hui, il faut rendre plus souple la politique sportive générale de notre pays, et ça dépendra de la manière dont on va faire voter. Mais une politique qui malheureusement n'existait pas depuis. Non, elle est là, parce que elle est là. On se rappellera lors de la présence de l'ancien président de la FECOFA, Constant Omari plutôt, qui avait décrié qu'il manque une politique. Football, elle n'est pas utilisée, elle n'est pas appliquée, et puis elle est archaïque. Elle a été conçue en 1960. Aujourd'hui, on est en 2024. Il va falloir qu'on ait des nouveaux textes. La Tanzanie, c'est un bon exemple. Mazembe est parti apprendre au niveau des Yanga. Ce n'était pas de la blague, c'était vrai. Parce que Moïse Katumbi, il a déjà émis le vœu de se retirer du foot. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut laisser un héritage qui doit durer. Pour laisser un héritage qui doit durer, il va falloir que le TP prenne l'indépendance des poches du TP. Donc, de Moïse Katumbi plutôt. Ça va falloir en sorte qu'il y ait des grandes entreprises qui vont prendre en charge l'équipe du TP et Moïse peut tranquillement se reposer comme Vita aujourd'hui. Ce modèle-là, où vous avez une entreprise qui vous donne l'argent, qui ne dépend pas des prêts. Le président lui-même, Amadou, il est salarié. Ça veut dire qu'Amadou, aujourd'hui, lui aussi attend son salaire venant des investisseurs de cette équipe. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, il va falloir que les gouvernements, et ça, c'est la mission qui devait être la première de M. Didier Boudimou, le nouveau ministre des Sports, de faire en sorte qu'il y ait maintenant une politique sportive générale qui va être révisitée
qui doit être souple, qui doit s'adapter au monde actuel, afin que nos entités sportives puissent respirer. Ce n'est pas seulement au football, c'est dans toutes les disciplines où il faut faire que ces fédérations soient autonomes. Imaginez une grande entreprise minière qui prend en charge une fédération de handball. Pensez-vous qu'on va rater d'organiser les compétitions au niveau national? Non, il y aura beaucoup d'argent et je crois que les athlètes vont se retrouver. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux, parce que le football en République démocratique du Congo est en train de mourir. On espère qu'il sera ressuscité très bientôt, surtout avec ces comités d'organisation qu'on a mis en place qui jusqu'à là ne fait absolument rien. Jean-Claude Sefou, c'est un plaisir, on a fini. Merci, tous mes sentiments sportifs avoués à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également à Moïse Bobois, Franklin Kaingo ainsi que Patient Kabamba pour la réalisation de cette émission. Merci à toute l'équipe du Desk des Sports d'Héritage Radio-Télévision pour la préparation. On vous retrouve le vendredi prochain. Ça sera toujours avec le même et réel plaisir, avec d'autres belles thématiques. D'ici jusque-là, prenez bien soin de vous et à plus.